Bonjour, on va entamer une série de vidéos qui traitent en particulier le théorème de Gauss en électrostatique. Donc, dans cet premier épisode, on va s'intéresser au fondement théorique de l'idée qui mène vers ce théorème. Avant de percer vers le théorème de Gauss, on va en fait expliquer le phénomène de dilution d'une onde qui pourrait être en relation. Donc, on voit ici que si on excite un point S de la surface libre de l'eau, on va lui communiquer une énergie qui se propage sous forme d'ébranlement, bien sûr. Donc, arrivant à une distance grand R de S, l'énergie transmise va se répartir sur les points d'un cercle centré par le point S et de rayon grand R. Puisque le rayon d'une ride va augmenter au fur et à mesure que l'onde se propage, il y aura, si vous voulez, un partage de la même énergie, mais sur un nombre de plus en plus important de points. Et on assiste bien sûr à une dilution d'énergie dans ce cas-là. Et ce phénomène va se manifester par la diminution perpétuelle de l'amplitude de l'onde. Donc, si j'essaie de voir numériquement ce phénomène, l'énergie E de M reçue par un point M situé à la surface R de S est inversement proportionnelle au périmètre de la ride contenant le point M, c'est-à-dire on peut écrire en équation E de M égale à une constante sur 2πr. Voilà donc le phénomène de dilution dans le plan. On va essayer maintenant de voir le même phénomène mais dans l'espace. Et comme cas, on va envisager par exemple donc, une onde sonore. Bien sûr, l'onde sonore va diffuser une énergie fournie en un point S dans toutes les directions. Et lorsqu'on arrive à une distance grand R de S, donc cette énergie va être répartie sur les points maintenant d'une sphère de rayon grand R. Et au fur et à mesure que la distance parcourue par l'onde augmente, la même quantité d'énergie va être partagée sur une surface de plus en plus importante. Il s'agit bien d'une dilution d'énergie ou bien dilution d'onde. Voilà, on va dire ici que de même, l'énergie E de M reçue par un point M situé à une distance grand R de S va être inversement proportionnelle à la surface de la sphère contenant le point M, c'est-à-dire E de M égale 1 sur 4πr au carré fois une certaine constante K. Voilà donc le phénomène de dilution d'onde. Essayons maintenant de voir si le champ électrostatique va se comporter exactement comme une onde dans le cas de la dilution, bien sûr. Donc, on va prendre un cas très simple d'une charge ponctuelle Q. On va choisir Q strictement supérieur à 0. Et on va prendre un point M à proximité de Q. Donc, bien sûr, M. Charles-Augustin de Coulomb va dire que E de M égale à une constante empirique K fois Q sur R au carré. Donc ici, en fait, il a fallu attendre M. Oliver Heaviside qui a introduit la notion de la permittivité électrique dans le vide pour écrire, si vous voulez, la fameuse relation E de M égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q sur R au carré. Donc, par simple observation, si on essaie maintenant de permuter le epsilon 0 et le R au carré, donc un simple observateur pourrait avoir une autre petite relation modifiée de E de M qui s'écrit E de M égale à 1 sur 4 pi R au carré fois Q sur epsilon 0. Donc, étant donné que Q sur epsilon 0, bien sûr, est une constante, donc on peut dire tout de suite que E de M est aussi inversement proportionnel à l'aire de la surface S de la sphère qui entoure le point M. Et ceci va nous rappeler très bien le phénomène de dilution d'une onde. Voilà, cette écriture
rappelle bien le phénomène de dilution d'une onde. Je rappelle qu'on a écrit déjà l'énergie E au point M est égale à 1 sur 4 pi r au carré fois une constante K. Voilà, donc on peut conclure enfin que, si vous voulez, la relation E de M égale à 1 sur 4 pi r au carré fois Q sur epsilon 0 montre qu'un vecteur champ électrostatique subit une dilution à intensité identique à celle d'une onde. Voilà, donc on a pu montrer le comportement ondulatoire d'un champ électrostatique en termes de dilution, bien sûr. Et on va maintenant donc voir ou bien imaginer un petit aperçu théorique, parfaitement bien sûr fictionnaire, qui pourrait mener vers le fondement théorique du théorème de Gauss. Voilà, donc on commence par la relation de Coulomb-Heaviside qui s'écrit E de M égale à 1 sur 4 pi r au carré fois Q sur epsilon 0. Peut-être monsieur Gauss, s'il a bien vu cette relation, donc il peut la voir comme étant E de M égale à 1 sur S fois Q sur epsilon 0, ou bien E de M fois la surface S est égale à Q sur epsilon 0, ou encore plus simplement, la mesure algébrique de E de M fois S égale à Q sur epsilon 0. Donc à ce moment-là, on peut imaginer que Gauss posa la question suivante. Il s'interrogea, il dit que est-ce que le produit E de M fois S est égal bien au flux du champ électrostatique E à travers la surface S. Essayons de voir comment M. Gauss pourrait résoudre ce problème-là. Donc par définition, le flux à travers une sphère est égal à l'intégrale double du vecteur E de M multiplié par le vecteur de surface élémentaire ds. Et puisque, bien sûr, Coulomb dit qu'en tout point M de la surface, ou bien de la sphère S, le vecteur E de M est collinéaire au vecteur de surface élémentaire ds, c'est-à-dire, bien sûr, on peut remplacer donc ce produit de deux vecteurs en produit de deux mesures algébriques. Voilà. De même, M. Coulomb dit que le vecteur E de M est un vecteur constant en tout point de la sphère, c'est-à-dire qu'on peut faire à l'extérieur la mesure algébrique de E de M, et j'obtiens donc E de M fois l'intégrale double de l'élément ds, ce n'est que la surface S bien sûr de la sphère. Et voilà, j'obtiens le flux à travers la sphère est égal aux mesures algébriques de E de M fois S. Donc Gauss maintenant a pu bien montrer que le flux du champ électrostatique E à travers notre sphère S est égal au produit de la mesure algébrique de E de M fois la mesure de l'aire de la sphère. Donc à ce moment-là, et si je remarque que le flux à travers la sphère est égal à une constante, que je rappelle est égale à Q sur epsilon 0 bien sûr, donc peut-être on peut s'apercevoir que Gauss veut généraliser cette écriture, donc en posant la question suivante. Est-ce que le flux d'un champ vectoriel qui obéit au principe de dilution d'une onde à travers une surface fermée, donc le flux à travers cette surface fermée, est-il indépendant de la forme de cette surface? C'est-à-dire, plus concrètement, est-ce que si je prends deux surfaces, l'une bien régulière, que je vais appeler SA, et une deuxième surface bien bizarroïde, que je vais appeler SB, et que les deux surfaces sont fermées et contiennent un ensemble de charges électriques, est-ce qu'on peut avoir vraiment le flux à travers la surface SA est égal au flux à travers la surface SB est égal à la somme des charges intérieures divisée par la permittivité électrique dans le vide que, bien sûr, M. Heaviside a pu introduire. Voilà donc ce qu'on va essayer de montrer
concrètement à la deuxième épisode. Merci beaucoup, à la prochaine fois.